Alors, mesdames, messieurs, cher Nicolas du Cimetière, cher Michel Mayor, à vous tous et vous toutes qui êtes là ce soir, bonsoir. Je voudrais d'abord remercier chaleureusement la Fondation Martin Baudemer, Monsieur du Cimetière, Monsieur Berchtold et l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices de la Fondation pour leur accueil. Merci pour cette soirée extraordinaire, exceptionnelle, qui nous permet de partager deux ouvrages si différents. D'un côté, on a un des livres qui a changé le monde, c'est les principes mathématiques de la philosophie naturelle de Newton, c'est 1000 pages totalement incompréhensibles. Et de l'autre, vous avez un album de 12 pages, totalement incompréhensible, mais qui ne changera pas le monde. Post-scriptum, les lignes Newton. Alors, je voulais aussi remercier chaleureusement Monsieur Mayor d'avoir accepté d'être notre témoin ce soir, parce que pour que la soirée soit vraiment belle, une soirée autour de Newton, il nous fallait un successeur de Newton. Et Monsieur Mayor n'est rien de moins qu'un découvreur de nouveaux mondes. Donc c'est un privilège et un bonheur de vous avoir ce soir avec nous, monsieur. Alors, maintenant, pourquoi cet album Post-scriptum Lévi Newton? Pourquoi Post-scriptum Lévi Newton? Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas professeur, je ne suis pas historien. Je suis simplement auteur de bandes dessinées, d'émissions pédagogiques, humoristiques. Et en 2003, lorsque le responsable de la communication du CERN, qui s'appelle James Gillies, qui est parmi nous ce soir, je salue et je remercie de sa présence, lorsque M. Gillies, en 2003, m'a contacté, il m'a suggéré de faire une bande dessinée sur Einstein pour l'année internationale de la physique. Et figurez-vous que quand il m'a fait cette suggestion, j'étais tout simplement catastrophé. Parce que pour une fois qu'on me demandait quelque chose, il fallait que ce soit sur un sujet où je ne comprenais rien. La physique, les mathématiques, c'était mon cauchemar. Et je me suis dit, j'y arriverai jamais, jamais, c'est pas possible. Mais en y repensant, je me suis dit que si moi, qui n'y connaissais rien, qui n'y comprenais rien, je réussissais à faire quelque chose, je pourrais peut-être réussir à intéresser des gens comme moi. Et ça, c'était le point de départ. Et après, je me suis dit, mais finalement, Newton, Einstein, Marie Curie, Galilée, on connaît tous ces noms, on en a tous entendu parler. Mais qui ils étaient? Où ils vivaient? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi on se souvient encore d'eux aujourd'hui? Finalement, très peu de gens peuvent répondre à ces questions. Et là, j'avais trouvé mon angle de vue. C'est-à-dire que je n'allais pas raconter des théories qui sont incompréhensibles pour moi. J'allais raconter la formidable aventure humaine des sciences. C'est ça qui me passionne. Parce que c'était comme Leibniz, c'était avec sa pipe. C'est ça qui est intéressant de savoir qui étaient ces gens-là. Et donc, ça a donné un premier album qui s'appelle Les vies d'Einstein, qui est apparu donc pour l'année internationale de la physique. Quelques années plus tard, il y a eu Les vies de Galilée, qui est l'album de l'année internationale de l'astronomie. Puis est venu Les vies de Marie Curie en 2011 pour l'année internationale de la chimie. Cet album qui est ici est sous-titré « Une histoire de la chimie et des femmes ». Une histoire de la chimie et des femmes. Je le précise, je fais juste une petite parenthèse. La chimie, c'était encore un cauchemar pire que la physique pour moi. Et je ne voulais pas faire cette histoire de la chimie, mais quand j'ai appris que le personnage emblématique de la science, pour une fois, était une femme, je me suis dit, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Et très vite, la question que je me suis posée, c'est dans le fond, pourquoi on connaît si peu de femmes scientifiques? Pourquoi? Et la question qui vient tout juste après, c'est pourquoi les femmes ont été privées du droit d'apprendre pendant tellement longtemps, pendant des millénaires. C'est la moitié de la population qui n'avait pas le droit d'apprendre. C'est incroyable. Et donc, j'ai essayé de comprendre cette histoire, et donc c'est pour ça que ça s'appelle une femme dans l'histoire de la chimie. Et il y a des réponses à ça. Et vous trouverez quelques réponses à ce propos donc, dans cet album. Et donc,
une fois que j'avais terminé ces trois bandes dessinées, je me suis dit, ce serait pas mal de les adapter pour la télévision suisse romande. Et je les ai contactés, je leur ai proposé de faire une série qui s'appelle Dessine-moi les étoiles, Dessine-moi les étoiles, dans lesquelles je raconte à 2 enfants, toujours accompagnés par un scientifique, une scientifique et un philosophe et une philosophe. Et on a ce soir une philosophe de la 3e saison, c'est Agatha Moret, que je remercie d'être ici ce soir et qui était notre fée dans cette saison-là. Et donc je raconte l'histoire des sciences à 2 enfants et on arrive à faire 18 épisodes de 12 minutes qui sont en libre accès sur le site de la RTS et sur mon site fermi.ch. Et arrive 2012, j'ai fait ces 3 bandes dessinées, je les ai adaptées toutes les 3 et j'ai plus rien à faire. J'ai plus rien à faire et je ne sais pas quoi faire. Et je me dis, ben voilà, j'ai fait Marie Curie, j'ai fait Galilée, j'ai fait Einstein, et pourquoi ne pas essayer de faire Newton? C'est un grand nom, et puis c'est un sacré personnage. Et donc je me lance. Je fais un épisode. Je vais dans les bibliothèques, je rencontre, je téléphone au biographe, au grand biographe de Newton actuel qui est Marco Panza, j'essaye d'amasser un maximum d'informations, je fais un épisode. Je termine cet épisode. Mes bandes dessinées sont toujours composées de 6 épisodes de 6 pages. Là, donc je fais cet épisode de 6 pages autour de Newton. Newton ne m'était pas complètement inconnu au moment où je travaillais là-dessus, parce que je l'avais déjà rencontré, côtoyé à 2 reprises. Dans la bande dessinée d'Einstein, j'avais tourné autour de l'épisode de la pomme et puis effleuré la théorie de la lumière. Et dans Les Vies de Galilée, je m'étais un petit peu approché de la théorie de la gravitation universelle autour d'Edmond Halley. Et donc, j'avais déjà amassé pas mal d'informations. Et la difficulté que j'ai rencontrée à ce moment-là, c'est que je me suis dit, si je fais un nouveau livre sur Newton, je suis un peu obligé de repasser par ces grands moments, la théorie de la lumière, l'épisode de la pomme, etc. Mais comment reparler de ça alors que j'en ai déjà parlé? Et j'ai eu peur de me répéter, j'ai eu peur de faire moins bien, et j'ai donc décidé d'arrêter. Et j'avais 6 pages, on était en 2012, 2013, et mon projet s'arrêtait net. J'ai plié les 6 pages en 2, je les ai mises dans une enveloppe que j'ai posée sur mon étagère de mon bureau. Et j'ai eu la grâce infinie de retrouver les fables de La Fontaine, de retomber sur les fables de La Fontaine. Et depuis 2013-2014, je me suis lancé à corps perdu dans le partage des fables de La Fontaine. Ça a donné une animation, une série YouTube qui s'appelle Récite-moi La Fontaine, dont on a fait un tournage ici il y a à peu près 1 an maintenant. On a tourné une fable extraordinaire qui s'appelle L'huître et les plaideurs. Ça donne un petit film magnifique qui a été tourné avec un public de personnes en situation de handicap, et c'est une des plus belles vidéos. On en a fait 24 en tout et c'est une des plus belles, donc c'est un excellent souvenir aussi. Et donc je me suis lancé dans cette aventure de La Fontaine où je suis heureux, et je prépare maintenant une 4e saison qui, j'espère, pourra avoir le jour bientôt. Donc la question, c'est si je suis heureux avec La Fontaine, qu'est-ce qu'on fait ici avec Newton? Puisque je vous rappelle que le projet il était sur mon étagère, plié en 2 dans une enveloppe. Eh bien, parce qu'on est là ce soir, parce qu'il y a eu l'année dernière, la date exacte, je ne veux pas dire de bêtises, il y a eu le 27 juillet 2018. Qu'est-ce qu'il y a eu le 27 juillet 2018? Qu'est-ce qu'il y a eu le 27 juillet 2018? Il y a eu une nuit extraordinaire. C'est l'éclipse de lune. Ah, madame, vous l'avez vu? Bravo. Ah, vous la voyez pas, vous étiez privé d'éclipse. Alors, il y a eu cette nuit, et c'était tellement beau. Je ne sais pas si vous étiez à Genève. J'étais à Genève et je n'ai pas vu ce brouillard. Voilà. Alors, c'était tellement beau.
les médias l'avaient annoncé, et puis en fait, quand la Lune est sortie, elle était déjà cachée. Il faisait encore jour, elle était déjà cachée. Et on est monté sur le toit de l'immeuble où on était ce jour-là, et puis j'étais à 9h du soir, et finalement on s'est dit, c'est pas terrible une éclipse, parce qu'on ne voit pas bien la Lune. Et puis on était avec du monde qui était là, avec du monde sur le toit, puis tout le monde s'est dit, ah c'est ça une éclipse, c'est pas terrible. Et les gens sont descendus. Et on a attendu, la nuit est tombée, il est devenu noir, et là tout d'un coup, l'ombre de la Terre a glissé et a découvert la tangente de la Lune qui s'est mise à étinceler. Et c'était tellement beau, c'était tellement pur, et de voir cette ombre qui glisse progressivement, puis d'un coup on voit vraiment la courbure de la Terre, c'était juste magique. C'était d'une beauté bouleversante. Et donc, le lendemain, à peine réveillé, je fonce à mon bureau, à l'étagère, et qu'est-ce que je prends? Non. Je prends les vies de Galilée. Je relis les vies de Galilée pour redécouvrir cette histoire de l'astronomie. Mais c'était bien essayé. Parce qu'une fois que j'ai terminé les vies de Galilée, je me souviens que 5 ans plus tôt, j'avais fait quelques pages sur Newton. Donc je sors l'enveloppe, je déplie ça, je relis. Et là, à ma grande surprise, j'ai trouvé que ces quelques pages étaient bien plaisantes, qu'elles fonctionnaient, qu'elles étaient en tout cas du niveau de celles que j'avais lues pour Galilée. Et je me suis dit, dans le fond, pourquoi ne pas publier ces 6 pages? Pourquoi pas faire un livre de 6 pages? Mais un livre de 6 pages, ça n'existe pas. On ne fait pas de livre de 6 pages. Et j'ai trouvé ça tellement drôle. L'idée d'en faire un, je suis mon propre éditeur. Si j'avais un éditeur, il me dirait, travaillez, faites encore 40 pages, puis on en reparlera. Mais là, je fais ce que je veux, j'ai de la liberté. Donc, il faut en profiter. Et je me souviens, me sont venus en mémoire quelques vers de La Fontaine, cher ami La Fontaine, comme dirait Métine Arditi, qui disent la chose suivante. Les histoires les plus courtes sont les meilleures. Loin d'épuiser une matière, on n'en doit prendre que la fleur. Les histoires les plus courtes sont les meilleures. C'est formidable, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. D'accord? Que des petites histoires et passer d'un sujet à l'autre. C'est le contraire de ce qu'a fait Newton toute sa vie. Newton a été au fond de chaque chose pour essayer de comprendre jusqu'à la moelle. Et donc, conforté par l'encouragement de La Fontaine, je me dis, allons-y, essayons, on verra bien. Et ça a donné donc ce petit album de 12 pages, et dans lequel je présente cette aventure. Alors, c'était qui Newton? C'est ça la question que je pose dans cet épisode. C'était qui ce type? Ce type incroyable, sur lequel j'avais déjà travaillé. Alors, j'ai situé ce petit épisode le jour de l'enterrement de Newton. C'est un événement énorme, mais qui est très peu documenté. Il n'y a aucune image, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de gravure, il n'y a rien du tout. J'ai été voir dans le Newton Project, qui conserve toutes les archives de Newton, il n'y a rien là-dessus, il n'y a rien. Et j'ai trouvé 2-3 petits témoignages. On sait que Voltaire a assisté aux obsèques de Newton, et c'est l'amante de Voltaire, qui était une scientifique, avant d'être l'amante de Voltaire, qui était une scientifique émérite, qui va traduire Newton en français. Il y a une petite parenthèse. Et donc, qui c'était Newton? Voici la question que je me pose. Je situe l'épisode le jour de l'enterrement. On est en 1727, le 8 avril, devant la cathédrale de Westminster. Les cloches résonnent. Et il y a 2 petits mendiants qui sont là. Pourquoi il y a des mendiants qui sont là? Parce que à cette époque, Londres compte à peu près 600 000 habitants. Sur les 600 000 habitants, il y a près de 10% de mendiants et d'indigents. Il faut imaginer les rues sont en terre, il n'y a pas d'égout, il y a des détritus partout. Il y a la peste qui a sévi une 40aine d'années plus tôt, qui a ravagé complètement l'Angleterre. La misère la plus crasse
côtoie les fortunes les plus insolentes. Et c'est dans ce contexte que l'Angleterre va devenir la plus grande puissance du monde en quelques années, aussi grâce aux mathématiques de Newton qui vont être un bouleversement dont on paye les conséquences aussi aujourd'hui d'une certaine manière. Et donc, on est devant la cathédrale de Westminster, les cloches résonnent, et il y a des mendiants qui s'approchent de notables parce qu'on voit qu'il y a une foule qui est en train d'arriver. C'est un cortège funèbre, visiblement, il y a des drapeaux en berne, et il y a un petit mendiant qui s'approche d'un notable qui lui demande c'est le roi d'Angleterre qu'on enterre, Milord? Et le notable répond non, c'est le roi de la science, Isaac Newton. Et le petit demande mais c'était qui Newton? Et le notable lui répond si tu veux le savoir, glisse-toi dans la foule et ouvre tes oreilles. Et si vous voulez savoir qui était Newton, je vous invite à vous glisser dans cet album et à ouvrir vos yeux. Donc, je ne vous en dirai pas plus pour le moment, ou juste quelques mots, trois mots peut-être, 3 mots. Qui c'était Newton? Pour moi, c'était d'abord un marin des maths. Un marin des maths, c'était aussi un Shakespeare de la géométrie, et puis c'était un drôle de zèbre. Alors, un marin des maths, parce qu'il s'est aventuré sur un océan mathématique et qu'il nous a ouvert à de nouveaux horizons, à de nouveaux mondes. C'était un Shakespeare de la géométrie, parce qu'il pensait que les points sont des lignes qui avancent à une certaine vitesse. Les lignes sont des... J'ai dit à l'envers. Les lignes sont des points qui avancent à une certaine vitesse. Les lignes sont des points qui avancent à une certaine vitesse. C'est une idée de poète, non? Et puis c'était un drôle de zèbre, parce que, comme l'a dit monsieur du cimetière précédemment, Newton, c'est le plus grand nom de la science avec Einstein. Il est connu comme le grand scientifique. Mais il a passé la plupart de son temps de chercheur, non pas à travailler sur la science, sur la physique, pas du tout, pas du tout. La large majorité de ses travaux ont porté sur l'alchimie et sur la théologie. Tout ça dans le plus grand secret. Dans le plus grand secret. Et ce qui est amusant, c'est que peut-être que vous savez que, je ne sais pas si vous avez des notes manuscrites de Newton, peut-être dans ces notes-là, certaines sont signées Jehovah Sanctus Unus. Est-ce que vous savez si c'est le cas? Non, le manuscrit n'est pas publié encore. D'accord. On va découvrir. Voilà. Donc vous verrez, peut-être, et parce qu'il annotait certaines de ces notes alchimiques et théologiques, Jehovah Sanctus Unus, qui n'est autre que l'anagramme de son nom, Isaac Newton, traduit en latin, Isaacus Nautilus. D'accord? Alors, Jehovah Sanctus Unus, ça signifie seul Dieu est saint. D'accord? Cher Michel Maillard, savez-vous quel est l'anagramme d'Albert Einstein? Wow, non. Rien n'est établi. Albert Einstein, rien n'est établi. Vous savez ce que c'est une anagramme? Ouais. Quand on utilise les mots d'un même nom, on les mélange et puis ça fait autre chose. D'accord? Donc, Isaac Newton, son anagramme, c'est seul Dieu est saint. Albert Einstein, 3 siècles plus tard, rien n'est établi. C'est formidable, non? C'est formidable. Monsieur du cimetière, savez-vous quel est l'anagramme de Martin Baudemer? Mon Dieu, non, mais je m'attends au pire ou au meilleur. Avec les lettres de Martin Baudemer, on peut faire admireront. Admireront. Et il reste 2 lettres. MB, comme Martin Baudemer. Voilà. Je vous remercie et je passe la parole donc maintenant à Monsieur Maillard.